Bonsoir et merci à tous de nous avoir rejoints pour ces troisième rencontres cinématographiques de l'Orgue. Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau ce soir. Je vais laisser la place à Marcel Béringuet, qui est responsable du CLAS, qui avait choisi ce film, qu'il a travaillé avec ses élèves et qui va vous dire quelques mots. Je vous souhaite à tous une très très bonne projection. Bonsoir à tous. Donc on va vous présenter ce soir effectivement le film qui a été... Oui, le film qui a été travaillé avec les élèves de seconde pro scène au lycée. Donc c'est un documentaire qui a été réalisé en 2014 par un réalisateur qui est né en Roumanie, Alexander Nanao, qui s'est immergé pendant 14 mois dans une famille et surtout dans une fratrie d'enfants roms. Initialement, il a été sollicité par une société de production qui voulait réaliser un documentaire sur la communauté rom, sur les différentes grandes villes de Roumanie. Donc ce réalisateur a écumé la plupart un peu des ghettos et des zones de vie de cette communauté sur les principales villes de Roumanie. Et il a été surtout frappé par la grande détresse et le grand dénuement de la jeunesse. Donc il s'est assez vite attaché à suivre ses enfants et jusqu'au jour où il a rencontré Totonel, donc un des enfants que vous allez découvrir ce soir dans ce documentaire. Voilà. Donc la particularité de ce documentaire, c'est un documentaire qui s'apparente un petit peu au cinéma direct, c'est-à-dire qu'il n'intervient pas du tout dans ce qu'il filme. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous aurez l'occasion après de débattre avec Cyril Fallis, et on a invité aussi une assistante sociale du centre d'accueil des demandeurs d'asile qui réagira aussi de son point de vue. Et puis je laisse la parole à ma collègue qui va vous parler du synopsis. Bonsoir. Alors le synopsis... il s'agit donc, comme vous l'a dit Marcel, d'un enfant de 9 ans, issu d'une famille rome. Il vit avec sa sœur Andrea, qui a 14 ans, et sa grande sœur Anna Maria, qui en a 17. Leur mère a été arrêtée pour trafic de drogue et purge une peine de 7 ans. Du fait de l'absence du père, l'enfant a été confié à ses oncles, peu scrupuleux, qui sont dealers de drogue. Et ils vivent, comme vous allez le voir, dans un univers tout à fait malsain, entre séances de shoot et des disputes. Mais Totonel, il est aidé par sa sœur Andrea, la plus jeune, ils essaient de s'en sortir et ils s'appuient sur des adultes bienveillants dans un club que vous allez voir, qui les aide à s'en sortir, et notamment à travers la danse hip-hop. Alors, quelle lumière peut-on entrevoir dans ce milieu? Quelle note d'espoir la vie de Totonel, cet enfant, peut-elle laisser? Quelle illusion peut-on forger au cœur d'une vie précaire, une vie écorchée, une vie hors norme? Je vais vous laisser sur ces paroles et je vous souhaite un bon visionnage. Et je le dis parce que beaucoup de gens qui ont visionné ce film première fois, il y a des scènes choquantes, hein, mais il n'y a pas... Il y a des scènes choquantes, mais il faut que vous compreniez aussi que c'est vraiment un film réel. C'est la réalité tournée pendant 14 mois. Hein, où le metteur en scène se fait oublier et donne la parole et nous montre, et nous donne à voir cette petite famille. Bon, c'est assez difficile de parler après un film comme ça, je trouve. Enfin, un documentaire, un film, oui. Il faut le temps de le digérer. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des réactions à vif, qui ont envie de prendre la parole ou d'exprimer ce qu'ils ont ressenti.
ou si vous voulez que je vous parle un peu de mon ressenti pour commencer, mais bon, comme vous le souhaitez. On a un micro peut-être pour la salle ? Vous voulez intervenir ? Non ? Bon, je vais commencer alors. En fait, je trouve qu'on vient de voir un très grand documentaire. Parce que tout d'abord il traite d'un sujet extrêmement difficile à filmer et qu'ensuite il a une forme d'humilité dans la manière d'aborder la façon de représenter ces trois enfants. Comme on l'avait dit en préambule, le réalisateur parvient progressivement à s'effacer. Et on est en permanence baigné entre une frontière entre le documentaire et la fiction, tant les choses se déroulent comme si le film était écrit, ce qu'il n'est pas du tout. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, le réalisateur, donc c'est un peu un film de commande, un producteur lui a proposé de traiter la question des Roms. Et c'était à l'époque où Sarkozy avait décidé d'expulser plusieurs communautés roms. Et lui s'était demandé pourquoi, en Europe, on expulsait encore un peuple européen. Et il a eu envie de filmer cette communauté, et c'est en faisant des repérages pendant plus de 4 mois qu'il est tombé sur ces 3 enfants, qu'il a donc filmé pendant 14 mois. Et vous l'avez remarqué, sans jamais intervenir. La plupart des documentaires qu'on a l'habitude de voir, les réalisateurs induisent quelque part un fil conducteur au film en interviewant les gens ou en leur posant des questions, ce qui leur permet à eux de diriger un peu leur mise en scène. Ici, enfin ou du moins leur scénario. Ici, on appelle ça du cinéma direct. C'est-à-dire qu'il filme tout simplement à hauteur d'homme, et ce sont les personnages qui lui livrent une trame. Il y a aussi une originalité très forte dans ce documentaire, c'est qu'il cède sa caméra. Il a à plusieurs reprises donné sa caméra, enfin un petit caméscope à Andrea. Et c'est ce qui apporte quelque chose d'assez fou aussi dans ce film, c'est le regard qu'elle pose sur sa propre vie, sur sa propre condition, et quelque part, là c'est là que le film atteint quelque chose de magique pour moi, c'est que ça devient leur propre film aux enfants. Totonel a aussi reçu un caméscope de la part du réalisateur Alexander Nanao. Il n'a pas repris des images de Totonel, peut-être parce qu'il faisait des grimaces pendant tous ses rushs, mais il a utilisé à plusieurs reprises les images d'Andrea. C'est un documentaire vraiment dur, je trouve. Je le revois avec vous, et il y a des scènes moi, dont j'ai toujours du mal à me remettre. La toute première, quand innocent, le petit Totonel joue dans le canapé à côté de son oncle qui se pique. Ça, c'est déjà très éprouvant. Et ensuite, l'autre scène, coup de poing, enfin, c'est un peu péjoratif de dire coup de poing, enfin, très dur à vivre, c'est quand, justement, Andrea prend sa caméra. Et c'est là qu'on se rend compte que ces enfants ont une force inouïe, c'est que, ils grandissent beaucoup trop vite, quoi. Et elle va interroger sa sœur à la manière d'une psy, quoi, en la confrontant par rapport à toutes ces défaillances, et c'est bouleversant, quoi, parce que vous pouvez, je sais pas si vous avez vu Divine, on est aussi dans des cités, dans des choix difficiles pour les enfants, et là, ici, c'est insoutenable, quoi. De la voir extraire sa sœur de ce bouge où elle est complètement en plein délire de manque ou de défonce, et voilà. On peut se demander si le réalisateur... En fait, je suis en train de parler tout seul, mais
Donc n'hésitez pas à m'interrompre. On peut se demander aussi si le réalisateur a une responsabilité dans le film. Il y a toujours une responsabilité dans un documentaire. C'est compliqué un documentaire parce que on se dit qu'on filme le réel, mais en le filmant, on le transforme forcément. Là, à mon sens, il leur a permis de se découvrir eux-mêmes aussi. On avait abordé ça tout à l'heure, et c'est vrai que ces enfants livrés à eux-mêmes, par le truchement de la caméra, vont se représenter. Et je pense que ça leur a peut-être fait du bien d'être accompagnés. Alors évidemment, quel est le devoir d'intervention d'un cinéaste qui filme ce genre de choses? C'est compliqué. Lui, il est là pour décrire quelque chose. Je ne sais pas s'il doit intervenir forcément, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on a envie qu'il les prenne et qu'il les emmène. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu un autre documentaire qui traite des enfants roms et qui s'appelle Spartacus et Cassandra. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est aussi, ça se passe en France, et c'est aussi des enfants qui sont systématiquement ramenés dans la rue par leurs parents pour faire la manche, et où une jeune femme qui fait du cirque va toujours essayer de les prendre avec elle. Et donc il y a toujours comme ça des anges qui interviennent et qui les sortent. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, là, Totonnelle, c'est grâce aux assistants sociaux et grâce à cette équipe qu'ils ont pu aussi voir avoir une autre perspective sur l'existence, quoi. Voilà. Moi, c'est ça que j'ai trouvé fantastique dans ce documentaire. Maintenant, j'ai aussi 2 camarades qui sont venus pour vous parler, et si elles veulent intervenir, ou si vous avez des questions à propos du film, des choses qui vous ont perturbé ou ému, ou voilà, c'est le moment d'en parler. On sait ce qu'ils sont devenus, les enfants? Alors, la dernière interview que j'ai lue de lui date d'il y a quelques mois. Totonnelle est toujours dans l'orphelinat. Il n'a jamais voulu retourner avec sa maman, non. Mais déjà, comme Andrea l'explique à la fin à sa mère dans le train, avec une clairvoyance assez inouïe, elle lui dit: tu dois nous offrir les conditions de vie pour lesquelles on puisse sortir de l'orphelinat. Je pense que la maman ne l'a pas fait. Anna, la plus âgée, est en prison parce elle était en conditionnel et elle a volé un téléphone portable, et donc elle est retournée en prison. Et Andrea est sortie de Bucarest, et elle vit avec son petit ami. Mais il n'a de nouvelles d'elle qu'à travers son profil Facebook, où il voit qu'elle pose des photos et que bon, elle a l'air de s'en sortir, il ne sait pas comment, mais voilà. Mais en fait, il a voulu faire ce film pour montrer aussi que pour changer notre regard à nous, parce que c'est vrai que bon, ici on n'est pas confronté à ça à Draguignan ou dans la région. Enfin, moi j'en ai jamais vu des familles de Roms. Mais j'ai habité à Paris pendant 7 ans, et j'avais des familles de Roms en bas de chez moi en permanence. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de rejet aussi. Il y a beaucoup de gens, j'entendais souvent dire, ils peuvent retourner chez eux, ils gagnent plus que le SMIC ici. Et bon, quand vous voyez une famille dormir avec des gamins dans la rue et que vous entendez ça, c'est un peu perturbant. Mais c'est vrai qu'il a voulu changer notre regard sur ces enfants et se dire que si eux aussi avaient les mêmes chances, il pourrait faire des choses extraordinaires, comme Totonnelle, qui visiblement a un talent pour la danse. Comme il doit y avoir des jeunes gens brillants parmi tous ceux qu'on a vus se faire des shoots d'héroïne, mais c'est une communauté ostracisée, et donc quand on est mis au banc, c'est difficile de s'en sortir, quoi. Voilà. Mais je pense que pour ces 3 enfants, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Parce que tout ce qu'ils auront vu comme horizon, c'était un peu que de la drogue, quoi. Alors si on les prend très tôt et qu'on les extrait de ce genre de milieu, peut-être qu'il y a de l'espoir. On en discutait aussi tout à l'heure, moi je trouve que c'est un film qui traite de la misère, qui traite de la pauvreté, mais qui parvient à ne pas avoir un regard misérabiliste, quoi. Moi je trouve que c'est un film qui est porteur d'espoir. Alors je ne sais pas si Totonnelle s'en sortira, si Andrea s'en sortira, Anna, visiblement, c'est déjà un petit peu cuit. Mais ça montre qu'il y a des gens qui peuvent se battre pour eux, et
et les aider à s'en sortir, quoi. Et ça, c'est déjà génial. Oui, c'est une des choses un peu cruelles du film, c'est qu'en effet, il faut un accord parental. On ne sait pas pourquoi une personne qui travaille dans cette association ne peut pas se substituer aux parents. Ça j'ai pas, moi personnellement, j'ai pas compris pourquoi. Ce qui est triste pour moi, c'est que Toto était très attaché à Andrea, puis qu'elle soit partie. Ce que tu as dit. En fait, après le tournage du film, leurs chemins se sont un peu séparés. Et le réalisateur leur a montré le film. 1 an ou 2 ans après l'avoir monté. Parce qu'en fait, il a tourné 14 mois, mais le montage lui a pris 12 mois. Donc, ce qui est énorme. Parce qu'il a perdu sa mère, puis maintenant sa sœur. Oui, mais justement, après leur avoir montré le film, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un lien unique, les 2 enfants, et ils ont recommencé à se revoir. Ah. Ouais. Ouf. Vous voulez peut-être intervenir Bonjour, donc je m'appelle Isabelle Villain, je suis référente sociale au CADA Est-Var à l'Orgue. Voilà, par rapport à ce film, c'est vrai qu'on ne peut pas rester insensible à cette précarité dans laquelle sont élevés les enfants. Effectivement, il y a une carence matérielle qui saute aux yeux, mais surtout affective, puisqu'il n'y a aucune attention portée à ces enfants par rapport à leur oncle. Ils sont également amenés à devoir assumer des choses qui sont vraiment d'un autre ordre et beaucoup trop lourdes pour eux. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir au fur et à mesure comment ils s'en sortent, les parcours différents, que ce soit effectivement Andrea et Totonel qui s'en sort mieux que l'aîné. Moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est la force justement d'Andrea, qui trouve la force d'aller justement à l'internat et d'emmener Totonel. Je pense aussi qu'elle a dû avoir beaucoup de difficultés et d'avoir le sentiment d'abandonner cette sœur aînée et de se donner le droit de continuer, elle, à vivre et à peut-être voir une lueur d'espoir. Ce qui n'a pas du tout été facile. Et puis, ce cheminement que les enfants ont fait au fur et à mesure, par rapport à la capacité qu'ils ont eue et qu'ils ont pu trouver en eux, mais également grâce effectivement aux personnes qui sont intervenues auprès des enfants, ces adultes, qui ont satisfait dans un premier temps des besoins d'ordre physiologique, matériel, en leur offrant un cadre un peu plus sécuritaire de ce qu'ils connaissaient, mais aussi par la suite un apport affectif, ne serait-ce par le regard, par les mots, par l'attention portée, et on voit donc les enfants évoluer favorablement, de retrouver une confiance en eux, une estime, et puis voir même un accomplissement de soi-même pour Totonel, puisqu'il arrive à vraiment accomplir par rapport à ce concours qu'il remporte, une véritable reconnaissance. Oui, les seconds, mais bon, c'est un sacré parcours, quoi. Donc, et moi, ce qui m'a émue aussi, c'est vers la fin, quand on voit ces enfants jouer avec la neige. En début de reportage, on en était loin, les relations étaient autres, et on voit cette complicité dans la caméra, des plaisirs simples que leur vie, qui leur ont été volés par cette existence. Donc ça nous fait, moi, ça fait penser à une lueur d'espoir pour ces enfants. Malheureusement, il y a Anna qui n'a pas, pour qui ça ne se passe pas tout à fait de la même façon, ce qui pose aussi des questions sur les limites de l'accompagnement dans certains cas, surtout dans le cas des addictions, où là il est nécessaire d'avoir une aide plus spécifique. Également, l'ombre, on va dire, à la fin, c'est le retour de la maman et l'inversion des rôles. La maman qui est égoïste et qui dit moi j'ai besoin de vous pour exister, et qui ne se remet pas du tout en question et qui remet pas du tout en question par rapport aux besoins que les enfants peuvent avoir, et qui fait passer ces besoins avant ceux des enfants, ceux d'Andrea. Donc effectivement, cette Andrea qui est beaucoup plus mature que
que les filles de son âge, hein, du fait que des expériences qu'elle a vécues, ce qui amène aussi à se questionner sur l'identité, sur la construction identitaire de cette jeune fille, ce qu'elle va devenir en tant qu'adulte et comment elle va vivre avec ses valises. Hein, voilà ce que je peux dire de ce film. Je voulais vous demander à peu près combien, savoir dans combien est la proportion d'enfants qui vivent comme ça dans les rues en Roumanie et s'il y a de nombreux foyers comme celui-ci ou pas. Alors, je n'ai pas de tout de nombre, voilà, je n'ai pas connaissance du nombre d'enfants qui vivent en Roumanie. Après, je pense que c'est très fréquent. Effectivement, ces internats ont été mis en place justement pour répondre à ce constat d'enfants abandonnés, de parents qui sont obligés de quitter le pays pour aller travailler ou qui n'ont pas les moyens financiers de s'occuper des enfants. Donc, je pense que c'était pour répondre à ce constat, mais après je ne peux pas vous apporter davantage de précision. Ah oui, j'ai vu. Oui, je crois que c'est un peu le résultat aussi de toute la période Ceausescu, qui préconisait aux familles d'avoir entre 4 et 5 enfants, et souvent ces familles-là n'étaient pas à même de pouvoir assumer dignement la vie et éduquer ses enfants. Donc effectivement, il y a eu une partie d'entre eux qui se retrouvaient dans la rue. L'État essaie d'en prendre quelques-uns qui sont des orphelinats. Et aujourd'hui, il a été tourné entre 2013 et 2014, je crois, le documentaire. Voilà, c'est pas si vieux dans le temps. Et je crois que les chiffres se comptent en dizaines de milliers, je crois, d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Oui. Le film a été fait en Roumanie, donc c'est toujours intéressant, c'est un documentaire, très bien. Je propose de revenir en France, parce que je pense que un certain nombre de choses qu'on voit dans ce film, on peut probablement les transposer chez nous. Il ne faudrait pas que, parce que ce film a été tourné en Roumanie, on se dise que finalement l'enfer c'est chez les autres. Moi, ce que j'ai apprécié dans ce film, entre autres choses, c'est qu'on met bien en exergue à la fois l'efficacité, la difficulté, l'art des travailleurs sociaux, de ceux que, alors désolé, je vais employer un terme qui est peut-être pas le bon, les éducateurs spécialisés. Je ne sais pas si c'est ce terme-là qu'il faut employer, on va toujours dire c'est ces travailleurs sociaux qui sont capables, à un moment donné, de déceler la petite étincelle qui fait que un individu, même fugitivement, envisage autre chose. Quitte à ce que, effectivement, la bureaucratie réduise à néant le désir de devenir cuisinière. Et là, je dirais que, également, voilà, il y a quel contraste, je dirais, entre l'efficacité de ces moyens humains qui ont un certain prix, c'est évident, mais par comparaison avec tout l'arsenal de vidéosurveillance et autres systèmes dits de protection, soi-disant, je doute qu'une caméra ait la même efficacité humaine qu'un travailleur spécialisé. Voilà. Alors, j'aurais, moi, voulu poser une question à vous, qui êtes plus professionnel dans cette branche. Qu'en est-il d'une situation plus locale chez nous? Est-ce que ce genre de situation, vous la connaissez chez nous? Je crains la réponse, je la crains. Mais voilà, j'aimerais que vous fassiez un petit comparatif entre votre vécu quotidien et ce que vous avez vu dans le film.
Donc c'est vrai que la précarité, on la connaît aussi, pas sous cet angle-là, heureusement. On a d'autres dispositifs, hein. On a un système d'aide sociale à l'enfance qui est là, qui protège les enfants. C'est vrai que parfois on se confronte à des blocages purement administratifs face auxquels on est bien impuissant parfois. Il est vrai que parfois on est confronté à des situations où on a la motivation, où on a un projet et puis celui-ci est bloqué, il ne peut se réaliser parce que ça ne rentre pas dans la bonne case. Après à nous de faire au mieux, mais c'est sûr que oui, effectivement, sur certains dossiers, sur certaines situations, parfois ce sont des blocages qui font qu'on ne peut pas avancer et qui freinent le parcours et qui ralentit, on va dire le projet et l'atteinte de la finalité du projet. Après, oui, il y a des exemples, il y en a, quoi, mais c'est un constat qu'on peut faire. Après, bon, on a quand même un système qui nous permet aussi de mettre et d'activer des leviers, même si parfois il y a une certaine lourdeur, il est vrai. Au-delà d'enfance, quand ils atteignent la majorité, on devient quoi? Alors, moi je n'ai pas exercé au niveau de l'enfance. Hein. Après, c'est vrai que souvent, ils sont pris en charge jusqu'à 18 ans. Hein. Je pense notamment aux mineurs qui rentrent en France dans le cadre d'une demande d'asile. Donc, on les coucoune jusqu'à leurs 18 ans. Et puis après, on les fait sortir. Et ils sont un peu livrés à eux-mêmes sans vraiment avoir déjà, ils n'ont plus de repères. Et sans qu'on ait peut-être travaillé justement cette autonomie, au moins un minima pour s'en sortir. Donc c'est vrai qu'on ne leur donne pas toujours les moyens à la suite de voler de leurs propres ailes, quoi. Puis à 18 ans, c'est difficile aujourd'hui de rentrer dans la vie active et de s'assumer correctement. Pour compléter un peu ton propos, il y a ce qu'a dit Cyril tout à l'heure, sur sa période parisienne et effectivement, ces enfants, c'est l'avenir qu'on peut croiser. C'était tout récemment dans l'actualité sur Marseille, ça s'est un peu posé. Enfin, moi, je relaterai un peu ce que j'ai connu dans certains quartiers de Toulon, de faire la vie dans les caves et le monde un peu souterrain. Il est aussi sorti, et je pense qu'il n'a rien à envier à ce qu'on voit dans ce documentaire. Voilà, je crois que c'était un petit peu le combat ou le questionnement qui a été le nôtre pour savoir si ce documentaire avait sa place dans ces rencontres. J'ai trouvé personnellement que, au titre des rencontres, ça méritait d'être vu. Et même pour des lycéens, je pense que c'est un film effectivement qui est dur à voir. Il y a quelque chose où il faut effectivement le temps, le temps de laisser ces images redescendre et trouver leur juste place. Et je pense qu'il ouvre aussi une note d'espoir dans la capacité qu'ont les enfants à pouvoir aussi, à un moment donné, de plus se laisser bercée par certaines illusions, même si la fille aînée, elle est encore un peu tributaire au-delà des addictions, c'est aussi un petit peu ce qu'elle met en avant, cet espoir de préserver la maison, la famille. Je crois que pour les deux autres, ça fait de franchir ce pas et de se dire que la famille des illusions va nous permettre d'avancer et peut-être de pouvoir se construire vers un autre monde. J'ai découvert ce documentaire ce soir pour la première fois et je ne me suis pas intéressé vraiment à son tournage et je n'ai pas entendu très bien tout à l'heure les explications sur le tournage. Alors je ne sais pas si vous pouvez me répondre, je sais que tu as travaillé dessus Marcel, peut-être vous aussi. Deux questions qui tournent autour du rôle de la caméra et surtout j'ai envie de dire en faisant un jeu de mots, des objectifs du réalisateur. Donc des intentions du réalisateur. Est-ce qu'on connaît les intentions premières du réalisateur?
d'une part. Est-ce que c'était un témoignage, ou est-ce qu'il a induit dans son projet de témoignage une possibilité de permettre à des individus, à des jeunes, à des mineurs, d'effectuer une espèce de contrôle d'eux-mêmes, d'avoir un certain regard sur eux-mêmes. Et la question corollaire, le fait d'avoir été comme ça filmé et en même temps impliqué dans, j'ai envie de dire, dans la mise en scène, est-ce qu'on peut penser que ça a eu un effet positif sur ces enfants? Alors, le point de départ du documentaire, c'est un producteur qui lui a demandé de faire un film sur les Roms. Et lui, son ambition a été de sensibiliser à la cause des Roms, suite à la politique qui était menée en France à l'époque. Ensuite, après des repérages, il a trouvé ses enfants. Oui, en France. Ouais. Bon, après, ils sont ostracisés à peu près partout en Europe, et même en Roumanie. Donc, voilà. Donc, c'est pas... enfin, je veux dire, lui, c'est parce que ça faisait écho par rapport à ce qui se passait en France à un moment donné où on expulsait des camps. Ensuite, par rapport à la question de la mise en scène, je ne crois pas qu'il se soit posé la question de savoir si le regard des enfants allait changer sur eux-mêmes pendant qu'il était en train de les filmer. Ils avaient un dispositif assez réduit, ils étaient 2 caméramans. Ils ont d'abord essayé de se faire... ils ont rencontré les enfants en passant une espèce de casting ou de repérage. Ensuite, ils ont dû avoir l'accord de la maman, ils sont allés chercher l'accord en prison. La mère leur a donné un accord. Sur base de quoi, je ne sais pas, s'il y a quelque chose qui a été monnayé à ce moment-là ou pas, hein, ça c'est tout. Les réalisateurs en général ne le disent pas. Et puis, après, il a donné des cours de cinéma à tous les enfants qui participaient également à la danse, etc. Donc, il donnait des cours de cinéma en même temps. Et il s'est rendu compte à ce moment-là qu'en effet, ça pouvait être intéressant à un moment donné pour s'effacer, lui, et aussi parce qu'il y a des choses qu'il ne pouvait sans doute pas atteindre, comme la scène où Andrea va chercher sa sœur pour l'emmener à l'hôpital. Voilà, et c'est à ce moment-là, je pense, qu'il s'est aussi rendu compte de la portée de la caméra chez l'enfant, qui lui permet, en se filmant, de prendre conscience de son individualité et de ce qu'il représente, quoi. Je ne sais pas si c'était volontaire dès le départ, mais... Ben, oui, en tout cas, on voit qu'elle prend, elle, progressivement conscience d'elle-même et confiance aussi, et que c'est salutaire pour eux, quoi. Mais déjà, ce qui est salutaire, c'est qu'il y a un adulte qui se soit penché sur eux et qui les ait trouvés dignes d'intérêt, quoi. Je veux dire, parce que c'est vrai que ce qui est assez frappant, c'est que ces enfants parlent à leur oncle qui sont en train de se shooter et qu'ils leur répondent même pas, quoi. Parce que, bon... Donc voilà, quand il lui demande est-ce qu'il est marqué sport là sur la casquette ou je sais plus quoi, et que ça reste dans le vide, quoi. Donc voilà, ça c'était... Après, moi je sais pas ce que ça fait à des enfants d'avoir été filmés pendant 14 mois et puis d'être du jour au lendemain laissés à leur sort, quoi. Ça c'est une question qu'on peut toujours se poser, mais ça c'est l'intrusion de la caméra dans le documentaire, et est-ce qu'elle change le réel ou pas, quoi. On est retourné interroger les enfants 2 ans, 5 ans plus tard, éventuellement. D'autres envies de partager votre ressenti? Non? En tout cas, la signature de la mère sur le document autorisant le documentaire, c'est le minimum qu'elle a pu faire, et on peut presque la remercier. Bon, ben, vous voulez rajouter quelque chose? Non? Ben, merci à tous. Voilà. Et bonne nuit.